Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le procureur de la République sort des preuves contre Guillaume Soro et ses proches. Un enregistrement sonore expose les faits de tentative de déstabilisation imputés à l'ancien président de l'Assemblée nationale. Adou Richard a également évoqué le cas de détournement de deniers publics. Il ajoute que les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. Les femmes au cœur des préoccupations du gouvernement, des projets initiés pour leur autonomisation. La Côte d'Ivoire va plus loin. Un plan stratégique adopté. Il a été remis à la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. C'est un document qui met l'accent sur la lutte contre la pauvreté. Il adresse également la question de la promotion du genre. Et puis plus de 30 000 jeunes insérés grâce au projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Après la première phase, la deuxième a démarré depuis 2016. 25 milliards de francs CFA de financement. Cette fois, les collectivités territoriales doivent assurer la pérennité de cette initiative du gouvernement. Le procureur de la République brandit les preuves mettant en cause Guillaume Soro. Adou Richard a exposé les enregistrements sonores, photos d'armes de guerre saisies. L'ancien président de l'Assemblée nationale accusé de tentative de déstabilisation et de détournement de deniers publics. Une enquête ouverte pour situer les responsabilités et les personnes impliquées. On fait le point avec Abou Sanogo. Un seul point à l'ordre du jour. Le mandat d'arrêt contre l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafouri Soro. Le procureur de la République, Adou Richard, face à la presse nationale et internationale, a souligné que Guillaume Kigbafouri Soro et ses soutiens projetaient d'attenter à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire. Monsieur Soro, Guillaume, a entrepris des tournées dans certains pays d'Europe où il ne se privait pas de jeter l'anathème et le discrédit sur les institutions en place. Des éléments en possession des services de renseignement, notamment un enregistrement sonore, établissent selon le procureur de la République que le projet devait être mis en œuvre incessamment. Et de cet enregistrement, il ressort ses propos. Nous, on est là, on est dans la garde du président, on est dans la garde au palais, à la maison. On est positionné un peu partout. On a les 8400 et puis d'autres jeunes. On a l'armée, on a la télécommande. Vu la gravité des faits et en raison de la flagrance de ceux-ci, Adou Richard a selon lui ordonné à la direction de la surveillance du territoire de procéder à la recherche et à l'arrestation de tous les mis en cause, y compris des parlementaires. Nous sommes dans un cas de flagrance. Nous n'avons pas à demander l'autorisation de lever d'une quelconque immunité en cas de flagrance. C'est ce que dit l'article 92 de la Constitution. Par ailleurs, le parquet a été saisi d'une plainte formulée par l'agent judiciaire du Trésor contre Guillaume Kigbafouri Soro et certains de ses proches pour des faits de détournement des deniers publics, blanchiment des capitaux, recel de détournement des deniers publics, portant sur la somme de 1,5 milliard de francs CFA. L'agent judiciaire du Trésor expliquait avoir découvert un relevé du Trésor public duquel il résultait que la somme avait été transférée sur le compte de Maître Nguessan René, notaire en résidence à Abidjan, pour l'acquisition d'un bien immobilier en 2007. Le 26 septembre 2019, ayant constaté que le dit bien immobilier n'avait jamais intégré le patrimoine immobilier de l'État et que, bien au contraire, le gérant de la SCI Ébure tentait de procéder à son immatriculation dans les registres de la conservation foncière et du domaine, une réquisition était adressée à l'officier public qui confessait avoir conclu avec les fonds publics reçus la cession projetée au profit de la SCI Ébure d'un terrain urbain bâti si à Makori résidentiel. Le procureur de la République a aussi souligné qu'une mission confiée par le juge d'instruction aux enquêteurs à l'effet de procéder à des perquisitions et saisies a permis la découverte de 16 téléphones, 9 puces téléphoniques, un lot de matériel de communication radio, 5 gilets pare-balles
et 1 Kevlar, 4 treillis, 3 mitrailleuses de type 12,7, 6 caissettes de munitions de 12,7, 4 RPG-7, 13 roquettes, 3 cache-flammes, 4 missiles anti-chars, 59 paquets de munitions AK, 19 chargeurs de Kalachnikov AK-47, 14 Kalachnikov AK-47, 2 caissettes de munitions de FM, un seau rempli de munitions AK-47. Le procureur de la République annonce que les enquêtes sont en cours et elles vont permettre de situer toutes les responsabilités. Et la Côte d'Ivoire se dote d'un plan stratégique pour renforcer l'autonomisation de la femme, un document qui met l'accent sur la lutte contre la pauvreté. Le document remis à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, c'est une action qui s'inscrit dans le cadre du prolongement du plan social du gouvernement. Des détails avec Eugène Atoubé. J'ai l'honneur de vous remettre le rapport final de l'étude sur le dispositif national d'appui à l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Un rapport très attendu par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Aussitôt reçu, Bakayoko Liramata le remet à la secrétaire d'État en charge de l'autonomisation des femmes. C'est un document de référence qui oriente toutes les actions à mener au bénéfice des femmes pour leur autonomisation. En perspective, la lutte contre la pauvreté et la promotion du genre. Enfin, la Côte d'Ivoire a sa stratégie nationale. Ce document sera un peu comme la Bible du secrétariat d'État. Nous avons la matrice, nous avons la stratégie nationale, nous avons aussi la stratégie de mobilisation autour de l'autonomisation. Donc pour nous, nous allons nous référer à ce document. Le dispositif national d'appui à l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire renforcé est le résultat d'une étude réalisée depuis 2017 à ce jour par le PAGEF, projet d'appui à la gestion économique et financière. L'étude aura coûté environ 33 millions de francs CFA. Ce dispositif s'inscrit dans le prolongement du programme social du gouvernement. Le programme social du gouvernement accorde une place très importante à l'autonomisation de la femme. Le secrétariat d'État a été créé pour accélérer le processus d'autonomisation. De nombreux défis restent cependant à relever en matière d'autonomisation de la femme et de promotion du genre. Bakayoko Liramata a indiqué quelques-uns. Ce sont notamment le poids des normes sociales, la persistance des violences basées sur le genre et l'accès limité des femmes au financement, des obstacles et pesanteurs que la stratégie nationale en faveur de l'autonomisation des femmes veut lever définitivement. Justement, l'autonomisation de la femme en marche dans les villages d'Andé, Grand à Cousin. C'est dans la région de Lamé, précisément dans la sous-préfecture d'Agou. Elle dispose désormais d'une usine de fabrication d'Atiéké, un investissement de 80 millions de francs CFA du conseil régional. Au total, 2000 emplois créés, nous dit Mamadou Kouassi. Cet Atiéké mis en sac sera exporté à destination de plusieurs localités de France et d'autres villes européennes et américaines. Cette semoule de manioc est produite localement dans cette usine installée dans le village d'Andé, dans la sous-préfecture d'Agou, propriété des femmes des villages d'Andé et de Grand Cousin. Cette usine de production d'Atiéké est une réalisation du conseil régional de Lamé, soutenue par le conseil Café Cacao. 10 femmes travaillent ici à temps plein. Environ 2000 emplois indirects ont été créés grâce à cette activité. À travers ce financement de 80 millions de francs CFA, le ministre Patrick Kachi, président du conseil régional de Lamé, et son équipe veulent faire de l'autonomisation de la femme une réalité dans leur région. On s'est rendu compte à l'expérience que le meilleur retour sur investissement pour les projets que nous initions est celui que nous faisons dans la femme. Parce que toutes les ressources qu'elle génère, elle le met d'abord pour le bien-être de sa famille, ses enfants, son époux, ses parents, et toute la famille bénéficie du fruit du travail de la femme. L'inauguration de cette usine de fabrique d'Atiéké a été l'occasion pour les femmes du département d'Azopé d'exprimer leur volonté à s'assumer et à contribuer au développement de leur région. Marraine de cette cérémonie, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme a félicité les femmes de la région pour leur engagement à s'assumer financièrement. Miss Belmont Dogbo les a invitées à l'Union afin de bénéficier de la labellisation.
en leur permettant de produire en quantité et en un temps réduit. Cette unité va à coup sûr augmenter leurs revenus. Elles pourront ainsi faire face plus sereinement aux charges quotidiennes de leurs familles, être des aides pour leurs époux et soutenir leur communauté. Faire en sorte que ce que vous gagnez, non seulement vous puissiez le dépenser, mais vous puissiez arriver à épargner. Et le volet épargne, monsieur le ministre, nous reviendrons vers les femmes dentées. Il faut aller à la culture de l'épargne. C'est bien, c'est bon de travailler, mais il faut penser aussi, surtout aux enfants. Après Andé, la délégation s'est rendue dans le village de Grand Cousin pour le lancement des travaux de construction d'une ferme agro-pastorale. Une infrastructure destinée aux élèves du collège moderne de ce village, afin d'apprendre des métiers dans le secteur de l'agriculture. Comme les femmes, les jeunes aussi sont au cœur du programme social du gouvernement. Le PGDEC, c'est plus de 30 000 jeunes déjà insérés dans le tissu professionnel. Ils se prennent en charge à travers des activités génératrices de revenus et d'insertion en entreprise. La deuxième phase de ce projet de développement des compétences et d'accès à l'emploi prend fin en 2020. 25 milliards de francs CFA d'investissement. Le reportage de Cheikh Koné. Kwasi Adjoa Liliane a participé pendant 6 mois au programme TIMO, les travaux de haute intensité de main-d'œuvre, en 2017. Avec le revenu obtenu grâce à ce programme, elle a démarré la construction de 3 magasins et tient parallèlement un commerce. Je voulais faire un magasin, mais comme je n'avais pas d'argent pour le faire, donc j'ai entendu le projet qu'ils sont en train de lancer. Donc je dis, je vais faire aussi pour pouvoir faire mon magasin. Donc pendant les 6 mois, en tout cas, j'ai essayé d'économiser un peu pour compléter sur ce qu'ils ont gardé là-bas. Et qu'ils m'ont donné, je suis allée acheter un petit terrain. Quand j'ai acheté, bon, j'ai essayé de faire un peu de trucs jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait 3 magasins dessus. Dans la pratique, les bénéficiaires de ce programme reçoivent sur la même période une prime mensuelle ainsi qu'un accompagnement financier à la fin du cycle. Le programme TIMO est l'une des composantes du PGDEC, le projet emploi jeunes et développement des compétences, initié par l'État de Côte d'Ivoire et financé par la Banque mondiale pour un montant global de 25 milliards de francs CFA. Créé en 2012 et terminé en 2017, la première phase du PGDEC a enregistré un succès retentissant. 33 636 jeunes, dont l'âge varie entre 18 et 35 ans, soit 122% de taux de réalisation. Fort du succès de la première phase du PGDEC, un financement du même montant, soit 25 milliards de francs CFA, a été octroyé au profit, cette fois, des 31 500 jeunes. J'ai un métier, je suis fière de ce métier. Je peux devenir aussi une opératrice économique, c'est-à-dire je vais créer des emplois. Les gens viendront travailler dans ma ferme et je ne regarde pas. Dans un souci de mieux gérer les revenus issus de leurs différentes activités, il a été institué l'initiative Association villageoise pour l'épargne et du crédit avec. Au sein du groupe, on se donne des crédits. C'est à travers des crédits qu'on réalise nos petits projets. Et Dieu merci, ça marche très bien. Et on a bénéficié aussi d'une formation qualifiante parce qu'avant c'était un peu difficile la gestion de ce qu'on avait. Mais grâce à l'AVEC, aujourd'hui, on arrive à mettre quelque chose de côté. Géré par le Bureau de coordination des programmes emploi, la deuxième phase du PGDEC 2015-2020 est centrée sur l'approche décentralisée de l'insertion jeune à travers des maîtrises d'ouvrage déléguées avec des collectivités territoriales. Pour ce faire, des conventions ont été signées avec 12 mairies et 10 conseils régionaux et districts pour un montant total de 8 milliards 33 millions de francs CFA au profit de 12 450 jeunes. Les activités mises en œuvre sont l'apprentissage et les TIMO en milieu rural et l'entrepreneuriat. Le district de Yamsokro fait partie des bénéficiaires. Vous savez, la réussite d'un projet dépend de sa durée aussi dans le temps. Faire des actions ponctuelles qui ont une échéance courte et puis ne va pas voir loin, ça ne sert à rien. Les principaux objectifs de la première et la deuxième phase du PGDEC sont d'offrir aux jeunes l'opportunité d'acquérir une première expérience professionnelle et améliorer leurs perspectives d'emploi. Mais surtout, permettre aux acteurs locaux d'assurer la pérennité de cet important programme au départ des partenaires financiers. Le véritable enjeu reste donc le transfert de compétences aux collectivités locales d'ici à la fin des 18 mois de rallonge qui expire en décembre 2020.
Et au niveau de l'environnement, la Côte d'Ivoire veut se donner les moyens de mettre en œuvre sa politique en matière de changement climatique. Le pays représenté à la COP 25 en Espagne, les parlementaires ivoiriens y ont apporté leur contribution. Grâce Kando. La Côte d'Ivoire s'est engagée à travers l'accord de Paris à réduire de 28% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, en mettant notamment l'accent sur l'accroissement de l'utilisation des énergies renouvelables dans la production d'électricité, la promotion de l'économie circulaire par la valorisation des déchets et la gestion durable des forêts. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons d'avoir adopté le code forestier qui viendra, un temps soit peu, permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver son couvert forestier. En tant que parlementaires africains, nous nous sommes retrouvés pour échanger justement sur nos expériences quant à la mise en œuvre de l'accord de Paris, ses défis et les perspectives. Et nous pensons qu'il y a beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne la coordination entre nos États. La lutte contre les changements climatiques, la protection de l'environnement n'est pas que seulement l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de tous les citoyens. C'est pour cette raison que je voudrais lancer l'appel à chaque Ivoirien pour qu'il se comporte en éco-citoyen, que chaque Ivoirien soit préoccupé par la préservation de son environnement, mener des activités qui ne détériorent pas notre forêt, qui ne dégradent pas notre environnement, qui n'ont pas un impact négatif sur la santé de nos populations. La Côte d'Ivoire, pays partie à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, veut se donner les moyens nécessaires pour respecter ses engagements en matière de lutte contre les changements climatiques. Ici, en Côte d'Ivoire, des actions sont posées pour protéger l'environnement. C'est le cas du parc national de Taï. Il fait plus de 5300 km². C'est dans l'ouest du pays. Le comité de gestion veut mieux assurer son intégrité. La 4e réunion en bilan, tenue ici à Abidjan, dans la forêt du Banco. Devisoyo, Jean-Marc Diadji. Forêt du Banco, poumon vert de la ville d'Abidjan. Ici se tient la 4e session du comité de gestion locale du parc national de Taï. Délocalisée pour la circonstance, cette rencontre a réuni les préfets des zones forestières du sud-ouest, les organisations internationales, les riverains et les responsables de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. L'idée, faire le point des activités de gestion du parc national de Taï pour l'année 2019. Cette année, nous avons saisi 39 braconniers et 69 orpailleurs. Presque tous été condamnés à un taux de 84% avec des dossiers qui sont encore en instance de jugement. Nous avons réalisé presque en totalité les activités prévues pour la surveillance et la sécurisation du parc. Cette année également, le comité de gestion avec l'appui des partenaires nationaux et internationaux a réalisé des infrastructures sociales de base, réhabilité des sites colonisés par les orpailleurs clandestins et des écoles primaires. Pour maintenir le cap, plusieurs projets sont en vue pour les années futures. Pour les projections, il faut dire que c'est l'ensemble des fonctions de gestion des parcs nationaux que le parc national de Taï va s'exercer à mettre en œuvre, notamment continuer les aménagements, entretenir les voies d'accès au parc national de Taï. Et la deuxième action, c'est de continuer la sécurisation des sites qui appartiennent à l'OIPR, notamment les bases vie qui existent et puis les infrastructures. La troisième, c'est les activités de surveillance pour mieux assurer l'intégrité du parc national de Taï. Et il faut savoir qu'au niveau du parc national de Taï, il y a un aspect qui nous intéresse fortement, c'est l'aspect valorisation. Avec 98,4% de couverture forestière, le parc national de Taï s'étend sur environ 5360 km². Il représente plus de 50% de la superficie totale des zones forestières ouest-africaines. Réserve de biosphère, le parc national de Taï, véritable nid de chimpanzés, joue un rôle prépondérant dans la préservation du climat ivoirien et favorise l'écotourisme. Ils aussi jouent un rôle important dans la société. Des élèves officiers sortent de l'école de Zambakro. Ils ont passé 3 mois de formation commune de base. Parmi eux, 11 femmes. Ils ont pris l'engagement de servir et défendre le pays. Abou Sanogo. Ils sont 112, dont 94 Ivoiriens et 18 officiers stagiaires issus des pays frères du Bénin,
du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, de la Guinée, du Niger, de la République centrafricaine, du Sénégal et du Togo à être présentés devant le drapeau de la Côte d'Ivoire avec le mérite d'avoir 3 mois durant mis à rude contribution leurs capacités physiques et intellectuelles pendant la période de formation commune de base, FCB. Comptant 11 personnels féminins en son sein, la promotion d'officiers stagiaires présentés au drapeau a acquis sur la période de formation commune de base les rudiments dans les domaines de la tactique, de la topographie, du règlement militaire et de l'ordre serré. Dans son adresse, le colonel Jean-Christophe Mouot, commandant l'école des forces armées, a dressé le bilan de ces premiers mois de formation qui se sont déroulés sans incident grâce à la rigueur appliquée lors du recrutement des postulants. Vous venez d'acquérir au terme de votre formation les connaissances nécessaires pour garantir la sécurité des populations et des biens. Vous avez les compétences techniques et tactiques pour être des soldats exemplaires. Conservez l'enthousiasme dont vous avez fait montre. Faites du culte du travail bien fait votre credo. Devant parents et amis venus les soutenir, les officiers stagiaires en fin de formation commune de base ont fait le serment d'honorer le drapeau, de le servir et de le défendre. Répondant avant leur présentation au drapeau à l'appellation de soldats de 2e classe, les officiers stagiaires nouvellement présentés au drapeau changent de statut et seront désormais appelés élèves officiers de première année et médecins élèves officiers. Dans l'actualité politique, le RHDP salue la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la recomposition de la commission électorale indépendante. Le parti s'en réjouit. Une rencontre tenue pour informer les militants et aussi les mobiliser. Abdoulaye Koné. Au cours de cette table ronde, le parti des oufouettistes a longuement décrypté l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'objectif était d'offrir des clés de langage à ses militants. Nos militants sont définitivement convaincus de la légitimité de la commission électorale indépendante. Nous pouvons assurer maintenant à tous nos militants que le président Alassane Ouattara est dans la vérité. Une victoire de l'État de Côte d'Ivoire saluée par le RHDP. Le président de la République est un démocrate averti et toutes ces accusations au niveau de l'opposition concernant la Cour et des droits de l'homme, c'est un prétexte qui est creux, qui est vide de tout son sens. Ce type d'atelier permet effectivement aux spécialistes, à ceux qui connaissent la chose, aux sachants, d'expliquer ce dont il est question et pour que effectivement les militants soient armés pour aller sur le terrain. Face aux participants, la principale panéliste de cette rencontre d'échange, la secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, chargée des droits de l'homme, a tenu à lever toute ambiguïté sur le rôle de l'État de Côte d'Ivoire dans le processus électoral. Mais cette commission électorale indépendante, elle ne peut pas se substituer à l'État de Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire que comme l'État a cédé son pouvoir, a dit qu'il faut qu'on se mette ensemble, l'État n'a plus le droit d'être dedans. Ça aussi, il faut qu'on enlève ça dans la tête des gens. Si on appelle toutes les parties pour qu'on puisse organiser ensemble, on ne peut pas demander à l'État de ne plus être dans cette commission électorale. Ou bien que certains disent que c'est la société civile qui va venir. La société civile ne peut pas se substituer à l'État de Côte d'Ivoire. On a besoin de toutes les parties prenantes, mais on ne peut pas demander à l'État de Côte d'Ivoire, qui est le garant de l'intérêt général, de se retirer de la commission électorale indépendante. Ça, vraiment, ce que j'ai appris en droit, je pense que ce n'est pas ça. Il est bon de rappeler que la nouvelle CEI a été réformée suite à des consultations ouvertes, transparentes et démocratiques. Elle se veut conforme aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Désormais, l'État et le parti au pouvoir représentent 1/3 contre 2/3 pour les organisations de la société civile et les partis de l'opposition. Les 27 et 28 décembre, 2 dates pour respecter un traditionnel rendez-vous de fin d'année. Bonjour 2020, c'est parti pour cette émission de la bonne humeur. Initiée par la RTI, une belle occasion de vous faire entrer dans la nouvelle année avec le sourire. Boko Clément, Pagassoro Koné. La salle de 4000 places du Palais de la Culture fait peau neuve. À quelques heures du démarrage de l'enregistrement de l'émission humoristique à succès Bonjour. Les équipes de la RTI sont à pied d'œuvre pour la réussite de ce grand rendez-vous. Vraiment, nous sommes à l'installation de Bonjour 2020. Donc, c'est pour ça que nous sommes là.
Pendant que l'équipe de décoration s'attelle à embellir la salle, les techniciens, eux, s'activent pour une captation impeccable des images. Cette année, nous avons mis la bouchée double, effectivement, pour donner un décor de rêve, n'est-ce pas? Encore, on veut aller toujours faire un peu plus, comme le groupe RTI sait bien le faire. Et ça continue. Nous avons nos sponsors, nos partenaires qui sont avec nous, bien entendu, pour faire les derniers réglages. Les meilleurs humoristes du moment sont attendus à cette grande messe de vendredi 27 et le samedi 28 décembre. Bonjour 2020, c'est du rire et encore du rire. Je mal comme ça, mais je prends mon patience dans mon compte. Parce que ça, si je dois dire, je sais que je serai frappé. Rendez-vous donc demain au Palais de la Culture pour Bonjour 2020. Et puisqu'on parle de fin d'année, le Burida donne le sourire aux artistes. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur procède depuis hier à la répartition des droits. Ils sont au nombre de 6 000. Ces artistes bénéficient d'un montant allant de 60 000 à 5 millions de francs CFA. Issa Tionayo. Attroupement devant la maison Orange, la maison des artistes. Ces auteurs d'œuvres dramatiques, musicales, cinématographiques, littéraires et arts visuels répondent à l'appel du Burida, Bureau ivoirien des droits d'auteur. La raison, la répartition de leurs droits. À l'intérieur, certains s'assurent que leur nom figure sur la liste, tandis que d'autres reçoivent leur chèque. Parmi les bénéficiaires du jour, l'artiste Zouglou Bilé Didier. J'ai reçu mon chèque. Je suis satisfait. C'est déjà une certaine reconnaissance pour toute la dévotion qu'on met dans notre art. Et c'est quelque chose de très bienvenu pendant les fêtes de fin d'année. Et on espère que ça ne sera pas juste un coup de sémence, mais que ça va se perpétuer dans le temps. Ce sont environ 6 000 artistes qui sont concernés par cette répartition des droits d'auteur et droits voisins, dont le but est de permettre aux artistes de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Cette première vague qui s'est ouverte bénéficie à environ 5 000 personnes, dont 3 000 ont au moins 60 000 francs CFA. C'est-à-dire le SMIG, c'est ce auquel tient particulièrement Monsieur le ministre de la Culture, qui insiste pour que les titulaires de droits ne soient pas payés en dessous du SMIG. Donc, il faut préciser que l'effectif de 3 000 ayant au moins 60 000 francs CFA au cours d'une même répartition est une première dans l'histoire du Burida. Donc les montants vont de 60 000 francs à 5 097 000 francs CFA. Cette opération de répartition aux titulaires de droits d'auteur et droits voisins prendra fin le 30 décembre prochain. C'était un reportage de Noussangaré et Dangui Dangui. Il y a 3 ans, la stèle de Passagri n'a pu être inaugurée. Elle était érigée dans le cadre du projet La route de l'esclave, résistance, liberté, héritage qu'a initié l'UNESCO. C'est la fin des dissensions internes à l'Oupanda, un retour au calme qui relance le projet. La chefferie était chez le ministre de la Culture et de la Francophonie. Le témoignage d'Issa Tionayo. Les chefs traditionnels de l'Aoupanda, localité située à Grand Laou, chez le ministre de la Culture et de la Francophonie. Ils sont venus présenter leurs excuses au ministre Maurice Kwaku Bandama après les incidents de juin 2016. Incidents qui ont empêché l'inauguration de la stèle de Passagri. Stèle érigée dans le cadre du projet La route de l'esclave, résistance, liberté, héritage, lancé par l'UNESCO en 1994. Ceux qui sont venus, ce sont les têtes blanches, c'est la crème de la Oupanda. Et ils sont entrés en eux-mêmes pour comprendre que l'heure est venue de taire les querelles intestines et de regarder l'intérêt de la Oupanda. Et donc ils sont satisfaits. Et le plus important, c'est de tenir leur engagement. Parce que c'est une étape, mais l'autre étape reste à faire. Il s'agit d'amener les uns et les autres à comprendre que nous devons privilégier l'intérêt général, l'intérêt de la Oupanda. Je dis au nom du chef de l'État, au nom du Premier ministre, toute notre satisfaction. Parce que ce projet est important. Important pour la population, important pour la Côte d'Ivoire. Mais il se trouve également que la mise en valeur de ce site va permettre à l'UNESCO de mettre un plan de sauvegarde du village de la Oupanda qui est menacé
de disparition. Les incompréhensions dissipées, les deux parties ont convenu de trouver une date pour l'inauguration de la stèle. Un acte qui sera une plus-value pour le village sur le plan touristique et culturel. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.